rencontre AFJA APCA, les défis des filières animales en Chine. Alors la Chine va-t-elle dévorer toute la planète? Va-t-elle être capable de relever le défi de nourrir sa population? Et avec quel impact pour le reste du monde et pour la France? Donc cette première table ronde va porter sur donc un état des lieux des différentes productions animales, donc le porc, la volaille et le lait. Voilà, donc on va commencer par vous, Jan-Pieter van Verney. Alors quand on parle du porc en Chine, tout semble démesuré, si on peut dire. Dites-nous ce que représente la production et la consommation chinoise par rapport aux données mondiales. En production porcine, la Chine est le premier producteur. La Chine est le premier consommateur de viande de porc. Et puis, depuis cette année, la Chine est aussi le premier importateur de viande de porc dans le monde. Et de façon très importante, c'est-à-dire quand je dis la moitié, donc la très important producteur, c'est la moitié de la viande de porc produite en Chine. Et aujourd'hui, quand on parle de l'importation qui est très importante en Chine, aujourd'hui, on parle de 3 millions de tonnes. Actuellement, des estimations pour cette année 2016, ce qui est donc des volumes énormes. À l'échelle chinoise, ça ne représente que de l'ordre de 2 à 2 semaines et demie de consommation. Quand on compare les chiffres au niveau européen ou français et les chiffres au niveau chinois, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. En production porcine, même si c'est très difficile de prévoir tout ça, si vraiment la Chine ouvre en viande de porc, on pourrait peut-être dire que le monde entier sera incapable de livrer. De fournir. Tellement la demande peut être importante. Toujours est-il que le gouvernement joue un rôle très important dans tout ça et cherche sans arrêt à avoir un équilibre entre l'offre et les ventes. Donc le prix de la viande de porc, il est élevé pour un consommateur ou pas tant que ça? Il est actuellement, depuis le printemps, très élevé, à un point où justement la Chine a ouvert toutes les vannes à l'importation pour pour faire en sorte que le prix ne continue pas à augmenter. Parce que le prix du porc peut être considéré comme un facteur inflationniste à l'échelle d'abord agroalimentaire et ensuite donc pour toute la Chine. Pourquoi est-ce qu'il manque de production porcine en Chine? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'à satisfaire les besoins qu'ils ont? Là, donc c'est comme chez nous, il y a le cycle du porc. Oui. Et donc il y a eu une importante production il y a quelques années. Et tout doucement, la production a été confrontée à une moindre rentabilité, une rentabilité qui était due au prix des matières premières très élevé d'un côté, et de l'autre côté, des plus faibles performances dans les élevages, les problèmes sanitaires, qui ont fait que la production a diminué en Chine, et donc très doucement, y compris là-dessus, une restructuration du secteur, où tout doucement, de millions de petites structures quittent le secteur pour faire place à des structures d'élevage bien plus importantes qui sont en train de se construire. Et en attendant, on a eu l'effet d'une crise aujourd'hui d'offres en Chine avec donc une insuffisance en matière première. Il faudra encore quelques années, enfin voilà, c'est quoi la perspective à court terme ou à moyen terme? Alors, ça a été dit tout à l'heure aussi, les Chinois sont capables d'aller très vite. Mais de construire un élevage de porc, le temps que les animaux sortent, le temps qu'ils arrivent à produire donc rapidement, il y a quand même du temps. Oui. Donc, c'est quoi? C'est quelques années? C'est très difficile à dire. Ce que je peux dire pour le moment, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est qu'au moins jusqu'au nouvel an chinois cette année, donc l'année prochaine, plutôt le prochain nouvel an, on peut penser que le prix du porc en Chine reste élevé et la demande internationale, donc la demande chinoise d'approvisionnement à l'importation restera très élevée. D'accord. Alors Pascal Magdelaine, est-ce que les Chinois, donc, ils mangent beaucoup de porc, est-ce qu'ils mangent aussi beaucoup de volailles? Moins de porc, c'est clair. Ils ont développé beaucoup leur consommation de volaille, justement en substitution à la viande de porc, parce que le poulet notamment était beaucoup moins cher.
mais clairement, c'est pas la viande préférée des Chinois. Donc ils sont à peu près 13 kg par personne. En France, on est à combien? On est à 26 et aux États-Unis, on est à 50. Ah oui, d'accord. Alors, quel type de volaille on produit en Chine? Je crois que c'est un peu... Enfin, voilà, il y a différents types de volailles. Hein. On produit quand même surtout du poulet. Oui. On produit beaucoup de poules de réforme parce que la Chine est le premier producteur mondial d'œufs, avec 40% à peu près de la production mondiale. Et on produit du canard. On produit pas de dinde, pratiquement pas de dinde en Chine. Il y a quand même 3 millions de tonnes de canard également, donc c'est pas négligeable. Et la grosse production, 13 millions de tonnes, c'est le poulet. En volaille, c'est le deuxième producteur des États-Unis. Ah oui, quand même. Et c'est le premier consommateur mondial de poulet, puisque, pas par habitant bien sûr, mais au global, on consomme plus de poulet que les États-Unis. Ok. Et alors, vous m'avez expliqué qu'il y a deux grandes catégories de poulets. Voilà, qui sont un petit peu liées aussi aux régions, puisque dans le sud, on produit et on consomme plus volontiers des poulets de souche colorée, des souches locales, qui sont des poulets qui ont des performances en termes de conversion céréales, viande moins bonnes que les souches industrielles, mais qui ont une qualité organoleptique très supérieure. Ça ressemblerait un petit peu à notre poulet fermier. D'accord. Voilà. Alors cette filière-là, elle est aujourd'hui un petit peu en difficulté du fait des épisodes d'influenza aviaire qui ont conduit le gouvernement. Elle était essentiellement, cette filière-là, avait comme débouché les marchés de vifs. Or, les marchés de vifs, bien sûr, en période d'influenza aviaire, c'est un risque majeur de contamination de la population humaine. Donc, le gouvernement a essayé de fermer le maximum de marchés. Donc, c'est une filière qui est un petit peu aujourd'hui, qui doit réinventer de nouveaux débouchés, qui doit développer une chaîne du froid, etc. Et puis à côté, il y a une filière beaucoup plus industrielle qui travaille des souches importées, de la génétique essentiellement jusqu'à très récemment, qui était de la génétique à 90% américaine, et qui est produite dans des entreprises qui sont très intégrées, avec des bâtiments qui appartiennent aux entreprises, avec des salariés, et une chaîne d'abattage, etc., et qui approvisionne notamment tout ce qui est fast-food, et qui a été un des facteurs de développement aussi de la consommation de poulet. D'accord. Et il y a des soucis. Il y a des soucis dans les deux cas de figure, parce que la filière plus traditionnelle, elle rencontre ce problème donc, de la fermeture des marchés de vifs, qui représentait quand même en 2010 encore les 3/4 de ces débouchés. Donc là, il y a vraiment... Donc les Chinois aiment acheter des volailles vivantes. Tout à fait. Ils jugent la qualité du poulet, à la qualité, à la couleur de la crête, etc., des plumes, etc. Donc ils préfèrent vraiment, surtout dans le sud, hein, il y a quand même des différences régionales à ce sport, acheter en vif. Et puis ça se comprend aussi dans la mesure où la chaîne du froid n'est pas toujours parfaite, même sanitairement. C'est vrai que ça peut être une garantie d'acheter des volailles vivantes. Et puis de l'autre côté, on a une filière très industrielle qui, elle, a dû faire face d'une part à des scandales alimentaires. Donc il y a eu une série de scandales, que ce soit notamment chez KFC ou chez McDo, qui ont un petit peu entamé la confiance, on va dire, du consommateur chinois sur ces volailles industrielles. De contamination bactériologique ou de fraude? Un peu trop d'antibiotiques, dans les résidus d'antibiotiques un peu trop élevés, des viandes pas très fraîches, des choses comme ça. D'accord. Et surtout, il y a un gros souci depuis le 1er janvier 2015, c'est que la Chine a fermé ses frontières aux États-Unis pour cause d'influenza aviaire aux États-Unis cette fois-ci. Et donc, les importations de génétique ne sont plus possibles en provenance des États-Unis. Donc, la France a pris le relais, et on en a pas mal profité en 2015. Et puis, à la fin 2015, on a eu aussi, nous, un épisode d'influenza aviaire. Donc, la frontière est fermée aussi pour la génétique française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine a un problème d'approvisionnement en génétique pour cette filière très industrielle de poulet blanc. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus importer de génétique. Elle importe, mais depuis des pays qui ne sont pas en mesure de fournir suffisamment pour le marché chinois. D'accord. Et est-ce que, par rapport à ça, la Chine importe davantage de volailles, de viande de volaille? Alors, jusqu'à ces derniers mois, pas trop, parce qu'en fait, il y a des stocks qui ont permis de tamponner un petit peu. Et effectivement, depuis le début 2016, il y a une augmentation assez forte.
de volaille, et c'est le Brésil qui est le grand gagnant de l'absence américaine sur le marché chinois. Parce que pour l'instant, le Brésil n'a pas d'influence aviaire. D'accord. Très bien. Merci pour ces éléments donc, sur la filière volaille. Alors, on va passer au lait. Jean-Marc Chaumet, quelle est la consommation en lait des Chinois et sous quelle forme? Alors, la consommation en lait des Chinois est relativement faible par rapport au niveau mondial, puisque c'est une production qui est relativement récente. En Chine, par rapport au porc, le lait était relativement peu consommé il y a encore des 40-50 ans, plutôt dans les zones nord de la Chine, les zones nomades. Donc c'est une production qui est à peu près 3 fois inférieure à peu près à la moyenne mondiale aujourd'hui, et c'est une consommation qui se concentre surtout sur du lait liquide et des yaourts. Il y a très peu de fromage, très peu de beurre aussi consommé en Chine. C'est pas dans la culture, c'est pas dans les repas chinois. Donc c'est surtout du lait liquide et des yaourts pour l'instant. Bon, alors le lait, la part importée est importante, et c'est une filière qui là aussi a du mal à s'organiser en interne et qui est confrontée à un scandale, il y a eu un scandale quand même retentissant, et j'imagine que ça a laissé des traces. Tout à fait. Alors, comme je disais, la filière laitière en Chine, c'est une filière qui est nouvelle. La vraie croissance de la production chinoise a commencé au début des années 2000. Avant, il y avait une croissance sur le long terme, qui n'était pas négligeable, mais d'après les statistiques officielles, entre 2000 et 2008, la production de lait en Chine a été multipliée par 3. Donc par 3 en moins de 10 ans. Donc c'était vraiment très fort. Et c'est une filière qui s'est donc développée très rapidement, peut-être trop rapidement dans un certain sens, où ça a été un peu désorganisé, où c'était les entreprises qui étaient obligées de... on a laissé les entreprises en fait organiser le reste de la filière. Et donc elles ont organisé un peu comme elles pouvaient, et pas forcément très bien. Et ça a donné lieu notamment à plusieurs scandales. Et notamment un gros scandale, un énième scandale, je dirais en 2008, la crise de la mélamine. Au cours duquel 6 nourrissons ont décédé et 300 000 ont été malades. Et ça, je dirais, ça a été le scandale de trop pour les consommateurs chinois qui se sont détournés des produits locaux, notamment en ce qui concerne les poudres de lait infantile. Moins en ce qui concerne le yaourt et le lait liquide, mais puisque c'était des poudres de lait infantile qui étaient visées qui ont été au cœur du scandale de la mélamine. Donc là, cette crise a eu un effet premier, c'était une défiance des consommateurs vis-à-vis des produits chinois. Le deuxième effet, ça a été une stagnation presque stagnation de la production laitière. J'ai dit multiplié par 3 en 8 ans, et en fait depuis 2008, ça a augmenté de 5-6% officiellement, la production laitière. Donc on a fait comme ça, et puis après, pratiquement stable, puisqu'il y a cette défiance des consommateurs dans les produits chinois. Et pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, le gouvernement chinois a pris le taureau par les cornes et est en train de restructurer totalement la filière. Restructurer en amont comme en aval. Restructurer en amont, ça veut dire notamment éliminer les intermédiaires qui étaient aussi au cœur du scandale. Les intermédiaires sont des collecteurs en fait, entre l'exploitation laitière et le transformateur. Ces collecteurs, un certain nombre on leur a demandé de fermer, les autres sont mieux contrôlés. Les petites exploitations, il faut savoir que comme dans le porc, on a des millions de petites exploitations. Je crois qu'il y a 2,5 millions d'exploitations qui ont moins de 4 vaches ou 10 vaches. Donc c'est énorme, c'est répandu sur le territoire et c'est pas facile à contrôler. Donc le gouvernement chinois a pris le pari d'éliminer les petites exploitations laitières et plutôt soit de les regrouper dans des plutôt grosses exploitations, c'est-à-dire chaque éleveur peut avoir un bâtiment mais il y a une traite centrale et une alimentation centrale, soit carrément de former des très grosses exploitations avec salariés et qui appartiennent à des entreprises laitières comme Nio ou Ili. Ça peut aller jusqu'à 40 000 vaches, même 100 000 vaches bientôt dans une coopération sino-russe. Donc ça c'est en amont, et en aval, le gouvernement chinois a restructuré aussi, c'est-à-dire que toutes les entreprises laitières ont été obligées d'investir et ont été obligées de renouveler leur licence pour se mettre en conformité avec des normes plus élevées qui demandaient des investissements. Et donc une bonne partie aussi, à peu près la moitié, ont perdu leur licence. Je crois que c'était 1/3 pour les entreprises de poudre de lait infantile. Donc il y avait une réelle restructuration et tout ça avec l'objectif d'essayer de reconquérir le marché national. Puisqu'aujourd'hui les importations sont très importantes, elles représentent entre 20 et 30% de la consommation chinoise, selon les calculs. Et pour les poudres de lait infantile, c'est carrément 50% du marché qui est pris par les marques étrangères. Donc le gouvernement chinois veut reconquérir ce marché, veut reconquérir la confiance des consommateurs,
Et pour ça, il essaie de restructurer en disant, voilà, vous voyez, on a éliminé tous les mauvais, maintenant, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez consommer le lait national. Donc, pour l'instant, les résultats se font encore attendre. D'accord. Alors, il n'y a pas que le lait qui est concerné par des scandales, hein. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, le porc et la volaille, c'est pareil, il y a aussi des difficultés, des scandales, des problèmes sanitaires. Je pense qu'on a tous lu les chiffres de 16 à 20 000 porcs qu'on a trouvés dans la rivière vers Shanghai. Donc ça, c'est bien aussi un des scandales. Donc, où les raisons telles que moi je l'ai compris, c'était dû à l'overdose d'antibiotiques pour pousser les animaux plus vite. Voilà, et donc pour s'en défaire. Voilà, c'est un exemple de... Voilà, c'est un exemple quand même assez marquant. Et en volaille, donc vous l'avez évoqué aussi. C'est pareil, hein. Je crois que McDo avait formé un certain nombre d'élevages qui étaient fournisseurs. Il y a eu effectivement, là c'est les opérateurs d'aval, donc McDo et KFC essentiellement, qui ont fait le ménage, je dirais, dans leurs fournisseurs. Alors, j'ai cru comprendre que McDonald's avait décidé de vendre la totalité de ses restaurants en Chine, c'est-à-dire 2800. C'est énorme. Enfin, c'est vrai qu'on se dit que pour que McDo se sépare d'un marché en croissance comme ça, c'est qu'il considère qu'il n'y arrivera pas. Enfin, il n'arrivera pas à améliorer... à stabiliser ses fournisseurs, quoi. J'ai pas plus d'infos que ça sur les raisons qui ont poussé McDo à vendre. Mais cette décision, vous la confirmez? Moi, je l'ai vu dans la presse. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas d'infos particulières là-dessus, quoi. Mais... Très bien. Alors, on l'a évoqué, donc la relance de la production laitière. Pour une relance de la production porcine, on part sur, là aussi, des modèles d'exploitation, de grandes exploitations. Enfin, comment... Oui, on part sur des élevages bien plus grands que ce qu'on a historiquement, traditionnellement d'habitude de gérer, donc des toutes petites exploitations vivrières, backyard, comme on peut dire. Ces exploitations sont tout doucement remplacées par des élevages plus grands. Mais on ne parle pas forcément des exploitations telles qu'on peut les retrouver dans d'autres pays comme la Russie, de plusieurs dizaines de milliers de truies, et donc avec toutes les porcs à l'entrée derrière. Donc, pas aussi grand que ça. Pas forcément. D'accord. Il y en a quelques-uns, mais on parle aussi des élevages plutôt de plusieurs sites de 200 à 500 truies, avec donc l'engraissement. Et pour ces investissements, et là, ça ralentit actuellement un petit peu les investissements, c'est les investissements qu'on doit faire pour les raisons d'environnement. Donc l'environnement, la réglementation de l'environnement pousse plus loin aujourd'hui, et donc les élevages, donc les investisseurs doivent appliquer un certain nombre de règles. Au-delà de l'élevage, que faire avec le lisier si la fosse septique, la fosse à lisier est pleine? Eh bien, à ce moment-là, il faudra toute une évacuation responsable plutôt que ce qui se faisait encore, quelquefois, on ouvre la vanne et ça part dans la rivière. Donc ça oblige à des investissements. D'accord, très bien. Et puis alors après, il y a aussi des investissements à l'étranger, du type aux États-Unis notamment. Oui. Il y a aussi cette idée-là, c'est d'aller investir dans des ateliers ailleurs dans le monde. C'est un premier indicateur où peut-être la Chine commence à se dire nous ne serons peut-être pas capables de produire tout ce dont on a besoin pour nourrir notre population. Donc, actuellement, il y a déjà quelques exemples, dont le plus important, dont tout le monde en a parlé, c'est Smithfield aux États-Unis, qui a été repris par... c'est assez connu, c'est depuis 2 ans maintenant. On pourrait imaginer que là, c'est un réservoir sur pied de 30 millions de porcs que Smithfield abat pour éventuellement intervenir pour gérer l'offre sur le marché chinois. Aujourd'hui, c'est 30 000 porcs. 30 millions de porcs, excusez-moi. Ces 30 millions de porcs, ils restent pour le marché américain.
Ils sont pas... Pour l'essentiel, entre autres parce que l'essentiel de la production américaine, pour le moment, utilise la ractopamine dans l'aliment, ce qui est interdit pour la Chine. Voilà, c'est le mouvement de croissance. Et bon, aujourd'hui, il y a Smithfield et aussi un autre Seaboard aux États-Unis, donc qui commencent à mettre en place des filières hors ractopamine pour pouvoir servir le marché chinois. Et donc aujourd'hui, on estime que les Américains produisent de l'équivalent d'à peu près 16 millions de porcs déjà hors ractopamine. Et évidemment, ils visent la Chine, mais aussi la population américaine qui devient de plus en plus sensible à ce problème. D'accord. Très bien. Écoutez, on va clore cette première table ronde. On peut les applaudir, effectivement. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.